Je vais répondre à un dilemme que j'ai depuis un moment sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai bien envie de faire une vidéo sur les interprétations queer qu'on peut avoir du Seigneur des Anneaux, sur tout le côté queer qu'il peut y avoir dans le Seigneur des Anneaux. Je voulais faire une vidéo sur les lectures queer qu'on peut avoir du Seigneur des Anneaux. Sauf que en fait, pourquoi j'ai pas fait cette vidéo encore, pourquoi je me tâte à la faire, pourquoi je suis peut-être là, parce qu'il existe déjà une vidéo sur ce sujet qui est extrêmement documentée, qui est très complète, qui est très drôle aussi je trouve. Et donc du coup, moi j'ai peur de pas apporter grand chose, de pas pouvoir dire grand chose de plus que ce que dit déjà cette vidéo. Donc je vois pas trop l'intérêt de ne faire que paraphraser une vidéo qui existe déjà. Mais du coup, là, on pourrait se dire, mais du coup, pourquoi est-ce que tu penses tout court à le faire? Parce que la vidéo est en anglais. Et moi, un des buts de ma chaîne, c'est de faire en français des vidéos qui n'existent pas vraiment, en tout cas que je trouve pas vraiment, qui sont surtout dans l'espace anglophone. Donc voilà, je me disais, qu'est-ce que je fais sachant que voilà, vu, vous allez voir, on va la regarder ensemble, du coup, la vidéo, vu à quel point c'est informé, moi j'aurais peur de ne pas pouvoir ajouter grand chose, et donc en fait j'aurais peur que ma vidéo ne soit qu'une bête traduction, et enfin je trouve pas ça très stimulant, ni pour moi, ni j'imagine pour les spectatrices de mes vidéos. Et donc du coup je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, on va faire un compromis. Ce qui va se passer, c'est que on va regarder la vidéo ensemble, tout simplement. Donc on va regarder cette vidéo d'une youtubeuse anglaise, je crois, vu son accent, qui s'appelle Verily Bitchy, et qui a fait une super vidéo sur le sujet. Alors, c'est la première vidéo. Oui, Jenny Flute, je suis d'accord avec toi, un React, c'est le bon format pour ce genre de cas. Voilà, vraiment, moi, je me dis, ça va peut-être solve le truc. Donc, The Queer History of the Lord of the Rings, l'histoire queer du Seigneur des Anneaux, par Verily Bitchy. Oui, et en plus, il n'y a pas de sous-titres français. Il n'y a pas de sous-titres français, donc on va mettre les sous-titres anglais. Je vais pas non plus faire une traduction, parce que sinon on en a vraiment pour des heures et ça va vraiment me faire fondre le cerveau. Mais je pense que je vais revenir sur des trucs qu'elle dit. Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire en préambule? Peut-être pas grand-chose. Je crois que j'ai un peu tout dit sur le pourquoi du comment. Allons-y, allons-y. While shooting The Lord of the Rings, Gandalf actor Ian McKellen was attempting to make the films gayer. Ian McKellen was there and he had the book in his hand. And he came up to me and he was like, remember, Sam grabs Frodo's hand. The fans will be looking for that. I thought that might be missed by two resolutely heterosexual actors who mightn't appreciate that gay people like myself saw in a touch something perhaps more meaningful. And the scene actually feels even gayer in the book. He ran to Frodo. Alors, donc pour faire une petite traduction rapidement de l'intro, ce qu'elle dit, c'est que oui, Ian McKellen, donc qui joue Gandalf, a fait attention à ce qu'un petit détail un peu gay puisse être dans le Seigneur des Anneaux, le fait que Sam prend la main de Frodon quand il se rue à son chevet. Et donc Ian McKellen, au cas où vous ne le sauriez pas, mais c'est un peu difficile de passer à côté, est homosexuel, et c'est un activiste assez virulent, mais depuis longtemps, hein, depuis les années 70 je crois, parce que dans les années 80 notamment, il s'était opposé, il avait été le porte-parole de l'opposition à une loi homophobe du gouvernement Thatcher. Donc voilà, c'est vraiment un militant connu, reconnu. Et d'ailleurs, j'ai vu et partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram, il participait à une espèce de table ronde et il répondait à une question sur la transidentité. Et on voit que il est full avec nous, hein. Alors, je vais traduire le petit passage. Donc là, on parle de Sam, hein, c'est quand Frodon se réveille. Il courut vers Frodon et prit sa main gauche, maladroitement et timidement. Il la caressa doucement, puis il rougit et se détourna brusquement. Oui, c'est homo-érotique au moins. It's warm, said Sam, meaning your hand, Mr. Frodo. What else could that have meant, Sam? What else could that possibly have meant? Gay interpretations of the Lord of... Oui, voilà, on a peut-être l'esprit mal placé, mais... ah, c'est chaud, votre main.
Oui, quoi d'autre? The Rings go back to the beginning. Since publication, it's faced suspicion regarding the epic bromance and lack of ladies. A 1955 review said hardly one of the hobbits and men knows anything about women. Even the elves and the dwarves and the ents are boys irretrievably and will never come to puberty. By the time Tolkien's first biography was published in 1977, they felt the need to clarify that Tolkien and his friends were not homosexual and that, by the age of 19, Tolkien had never even heard the word homosexual. Là, effectivement, on a vraiment ce truc de... même au moment de la publication, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait en tout cas ce questionnement. C'est un petit peu le backlash quand vous faites un truc où il y a que des mecs, forcément. Et je crois qu'elle en parle un petit peu, mais les romances explicites dans Le Seigneur des Anneaux, les romances intentionnelles, on va dire, sont évidemment hétérosexuelles. Mais si vous avez déjà lu les livres, si vous avez vu les films déjà, mais si vous avez lu les livres, ça vous a encore plus sauté aux yeux, c'est que les romances hétérosexuelles d'un Seigneur des Anneaux, elles sont pas hyper... voilà, c'est un peu... c'est pas hyper fun. Alors que ce qu'on peut interpréter comme des romances queer, même si c'est pas, même si c'est évidemment pas intentionnel, on y revient plus tard, c'est vachement plus intense, quoi. Et du coup, à l'époque, la réaction de l'éditeur, ça a été de dire non, non, mais Tolkien, même c'est jusqu'à 19 ans, il savait pas ce que ça voulait dire homosexuel. Oui, il n'empêche. Et il n'était pas hétérosexuel aussi. Il n'était pas hétérosexuel. Le lapsus. Oui, non, Tolkien n'était pas homosexuel. Il était très, très, très amoureux de sa femme. D'ailleurs, l'histoire de John Ronald Reuel Tolkien et de sa femme Edith, c'est une belle histoire d'amour, hein. Si on accepte évidemment le canon un petit peu rigide de la bourgeoisie anglaise du début du XXe siècle, mais c'est plutôt une belle histoire. Tolkien and his bestie, Narnia author C.S. Lewis, were really into the importance of bromance, but Lewis became increasingly insistent that bromance was not the same as homomance. I'm going to be upfront about... Alors, Lewis, puisqu'on en parle, C.S. Lewis. Donc C.S. Lewis, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia, et il était très très pote avec Tolkien, même s'ils ont eu des petites bisbilles. Ils se sont engueulés à plusieurs reprises. Notamment parce que Tolkien n'aimait pas du tout Narnia, il trouvait ça assez nul, et puis genre quand Lewis lui a dit alors t'en penses quoi, Tolkien était un peu gêné de dire non, ça me plaît pas du tout, j'aime pas. Bon, ça a été une amitié avec beaucoup de hauts et de bas, mais ils étaient très proches. Et Lewis peut être parfois en fait, Lewis a peut-être un côté un peu plus conscient que Tolkien, politiquement et philosophiquement, c'est-à-dire que Tolkien a déjà dit, par exemple, sur le côté théologique du Seigneur des Anneaux, puisque c'est assez facile d'interpréter le Seigneur des Anneaux comme une œuvre qui transmet une certaine idée religieuse. Tolkien était un catholique, croyant, pratiquant, et en Angleterre, être catholique, c'est être d'une autre religion que la religion d'État, donc c'est quand même assez... faut vouloir, quoi. Mais Tolkien s'est défendu d'avoir écrit Le Seigneur des Anneaux comme une œuvre catholique. Mais il a dit que, bah oui, en fait, au début, c'était inconscient parce que, bah, en fait, on met toujours, même sans faire exprès, de soi dans son œuvre, mais que après, il s'est dit, ah bah oui, c'est vrai, il y a un côté, en fait, c'est devenu plus ou moins conscient. Mais Narnia, c'est un autre délire, hein. C'est-à-dire que Narnia, c'est vraiment explicitement, c'est pensé comme presque une vulgarisation de la doctrine chrétienne, hein. Si vous lisez le premier tome publié, puisque donc le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, je crois que c'est ça le titre, donc, qui est le tome 2 dans le lore de Narnia, sauf que c'est comme Star Wars, c'est un bordel, ils n'ont pas été publiés dans le même ordre et tout. Le tome 1, qui est les origines du monde de Narnia, a été publié après, etc. Mais en tout cas, le premier livre de Narnia, si vous n'avez pas lu, vous avez peut-être au moins vu le film... qui sont pas bons, hein. Les films sont vraiment pas bons. Dans Narnia, vous avez vraiment
ce personnage, donc Aslan, le lion, qui, qui se sacrifie, puis qui ressuscite et tout. Donc vraiment, c'est difficile de passer à côté du côté ouvertement chrétien de Narnia. D'ailleurs, le parcours de Lewis, pardon, je fais un hors-sujet, mais je vais pas, j'ai bientôt fini ce hors-sujet. Lewis, à la base, était un athée militant, et c'est Tolkien qui l'a converti. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de débats philo-théologiques, et au final, Lewis a été converti par Tolkien. Tolkien qui est catholique depuis son enfance, hein, je crois que c'est à 8 ans, quand il avait 8 ans, que sa mère s'est convertie au catholicisme et a converti ses 2 enfants. Du coup, Lewis est devenu un petit peu... On a souvent ça chez les gens convertis un peu sur le tard, je pense que j'en suis un bon exemple, où souvent ils sont encore plus fervents que ceux qui sont religieux depuis leur enfance. Et du coup, Lewis, en fait, au-delà de sa carrière d'écrivain de fantasy, puisque Narnia a eu beaucoup de succès, il est aussi connu comme, pas un théologien, j'ai plus le terme, mais grosso modo comme un défenseur et un militant du catholicisme. Et il a écrit des livres où il essaye de prouver que les cathos ont raison et tout. Enfin, c'est un peu un... Il est un peu zinzin là-dessus, quoi. Pourquoi j'étais parti là-dessus? Pour dire qu'en fait, Lewis a beaucoup plus une espèce de conscience de tout ça. C'est-à-dire que Tolkien, il est un peu genre, bah, je sais pas trop, je m'en fiche un peu, j'écris mes trucs, et puis vous faites votre sauce. Lewis, il avait un peu une conscience. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'elle aille sortir une citation de Lewis pour dire oui, la bromance, c'est pas la même chose que l'homomance, homoromance. Enfin voilà, c'est grosso modo bromance entre Tolkien et Lewis disait oui, mais c'est no homo, hein. About this, there is no way that Tolkien intended to write a gay romance. Despite the popular Polygon article asserting that he did, he 100% did not, and I can prove it. Très important ça. Parce que souvent quand on dit oui, Le Seigneur des Anneaux, lecture queer, on va nous dire ouais, bah attends, Tolkien, c'est pas... Enfin, s'il était vivant aujourd'hui, il serait pas dans les prides, hein. Il aurait peut-être plus sa place à la manif pour tous. Et c'est vrai. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle dit, c'est pas intentionnel. Ça ne peut pas être intentionnel. But fans such as my favourite commenter, they're not gay, they're hobbits, are also wrong. Just because Tolkien didn't intend for it to be gay doesn't mean it isn't gay. Regardless of authorial intent, The Lord of the Rings feels gayer than a communist propaganda poster. From repeated kisses between Frodo and Sam to Sam just straight up saying he loves Frodo, the books are significantly gayer than anything in the film adaptations, which really downplay it. He kissed Frodo's forehead. Oui, si vous avez vu que les films, vous vous dites oui, bon, d'accord, il y a des blagues sur Frodon et Sam, ils sont gays. C'est vrai que dans les films, on a un peu ça. Mais alors, dans les livres, voilà, on va avoir des exemples. Sam s'approcha de lui et embrassa sa main. Sam prit les mains de son maître et les rassembla, paume à paume, et les embrassa. Et puis, il les tint doucement entre les siennes. Ils se réveillèrent ensemble, main dans la main. Hands met and clasped, Leurs mains almost the s'encontrèrent. touch was a caress. He tried to comfort Frodo with his arms and body. Yet are these Je vais pas tout vous traduire, mais enfin, bon, vous avez un peu l'idée, quoi. On est vraiment sur des moments de tendresse très très forts, quoi. moments actually gay? Are they gay hugs? Are they gay kisses? Is it gay deep hard f***ing? No. But, Polygon asks, how else would an author in the 1950s write about queerness? Wouldn't it be like this? No, it wouldn't. Tolkien fought in the First World War and said he based Sam on the Batman and privates he knew in the war. His relationship with Frodo is meant to be that of a Batman and his superior whom he cares for, expressing a devotion and loyalty which Tolkien had admired. Très important, ça. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces gestes de tendresse entre hommes dans Le Seigneur des Anneaux? Parce que si c'est pas fait pour être gay, ce qui est évidemment pas le cas, hein, Tolkien n'était pas, on le redit, il était très très peu au courant de ce que c'était que l'homosexualité. On va le voir par la suite, mais certainement pas un soutien, voilà. Mais du coup, on peut se demander comment ça se fait qu'il y a des trucs qui ont l'air aussi gays dedans, comment ça se fait qu'il y a ces gestes de tendresse entre hommes. Et la take de Very Libichy, qui n'est pas à la scène, la vidéo est super sourcée, hein, vous le voyez là, Queer Lodging, Gender and Sexuality in The Lord of the Rings by David M. Craig Malone, The Journal of the Tolkien Society. Voilà.
Vraiment, c'est pour ça que je vous dis que moi, je me sens pas légitime à faire une vidéo autre qu'un react sur ce sujet, parce que enfin, sa vidéo, elle est hyper sourcée, c'est un régal. Si vraiment vous avez pas de mal avec l'anglais, regardez-la régulièrement. Elle est vraiment très chouette. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que, bah, en fait, c'est comme ça qu'étaient les relations entre hommes dans les tranchées. On rappelle que Tolkien a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il a été mobilisé en 1916, notamment sur la très célèbre bataille de la Somme, hein, qui est vraiment une des pires batailles qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Hein. C'est des massacres abominables. Et, et voilà, il a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que, ouais, il y avait des relations très très fortes entre hommes, c'était des milieux complètement masculins, et qu'il y avait des relations très fortes entre hommes qui se liaient à cet endroit-là. Can be read as World War I literature, and it's not uncommon for World War I literature to read as homoerotic. There is an intimacy between men fighting and dying together in the heart of war where there are no women to be seen, which disrupts our binaries when it comes to how straight men are meant to behave. The intimacy of a kiss while in battle or near death doesn't necessarily conform to our identity politics. And as has been documented, sometimes that kind of relationship involved things like men cooking and cleaning for each other, dancing together, reading to each other, and sleeping curled up against each other in close quarters. So that kind of intimacy is reflected in Sam and Frodo's relationship. And while their intimacy may seem suspiciously homoerotic, it really isn't that unusual in the correct context. Oui, donc ce qu'elle dit, c'est que dans ce milieu de la guerre, où on n'a que des hommes qui sont ensemble et qui vont du coup forcément développer une camaraderie très forte, des liens très forts, en fait, ce côté oui, chat, c'est pâtissant. Dans ce genre de contexte, c'est pas étonnant d'avoir. Et je trouve qu'elle dit un truc très important. Elle dit It doesn't conform to our identity politics. Ça ne rentre pas vraiment dans les cases de ce qu'on a nous dans les milieux LGBT, où en fait on a un petit peu des petites cases pour différentes formes de sexualité. Hein. Quand on est matérialiste, par exemple, on va dire bon bah il y a l'hétérosexualité, l'homosexualité. Si tu couches avec des personnes du même sexe, tu es homosexuel. Si tu couches avec des personnes de sexe opposé, tu es hétérosexuel. Et si tu couches avec les deux, tu es bisexuel. Voilà. Rien contre le matérialisme, hein, c'est intéressant, sauf quand ça devient un dogme, comme un peu tout. Mais en fait, dans ce genre de cas, ça n'a pas vraiment de sens, parce que déjà, en fait, quand on est dans la première moitié du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, les termes hétérosexuels et homosexuels, c'est des termes qui existent depuis peu de temps, hein, c'est des termes qui ont été inventés au XIXe siècle quand même. Avant ça, l'homosexualité n'existait pas, et donc l'hétérosexualité n'existait pas, dans le sens où ce que nous, on appelle aujourd'hui homosexualité et hétérosexualité, ça avait d'autres noms en fait. Et comme ça avait d'autres noms, c'était pensé différemment. C'est pour ça que par exemple, c'est complètement anachronique de dire oui, mais dans la Grèce antique, les Grecs, ils étaient homosexuels, ou ah bah tiens, la Rome antique, ils étaient pas homophobes, l'homosexualité. Non, c'est pas comme ça que c'était conçu. L'homosexualité et l'hétérosexualité sont des notions, en termes de concept, hein, bien sûr, pas en termes de comportement. Ce sont des notions qui sont assez récentes, qui ont moins de 150 ans. J'ai plus les dates exactes, mais c'est grosso modo, c'est la deuxième moitié / fin du 19e siècle. Et si Tolkien à 19 ans ne savait pas ce qu'était l'homosexualité, c'est pas pour rien, c'est parce que effectivement, c'est des notions qui n'étaient pas encore très connues à l'époque. Et en fait, ça colle pas trop à ce genre de contexte où de toute façon, il n'y a pas de femmes. Et donc la tendresse entre hommes, elle est tout à fait imaginable, surtout que vous êtes dans des situations extrêmes en fait. C'est-à-dire que quand vous et toutes les personnes qui vous entourent peuvent mourir à n'importe quel moment, je pense que vous n'en êtes pas à vous soucier de oh là là, on va peut-être pas se faire un câlin, ça pourrait être mal interprété, tatati tatata.
Parce qu'en fait, enfin, vous avez un truc un peu plus important à penser, qui est le fait que vous pouvez mourir à chaque instant et que toutes les personnes qui vous entourent peuvent mourir à chaque instant. Donc forcément, ça crée des dynamiques qui sont différentes et on n'a aucune raison de penser que ce soit le cas de Tolkien, même si c'est pas impossible, mais même si c'est aussi fort possible que ce soit pas du tout le cas, mais on peut aussi penser que des hommes aient pu avoir des relations, sexuelles entre eux, sur le front. Parce que, bah, voilà, dans des milieux, très peu féminins, mais c'est souvent le cas, hein, quand on est dans des milieux, unisexes, très fermés, vous avez souvent des relations sexuelles, qui se mettent en place sans que les personnes se perçoivent comme, ayant, franchi la barrière, de l'homosexualité. Mais grosso modo, ce qui est important de se dire, c'est que comme Le Seigneur des Anneaux, de manière plus ou moins consciente, reprend beaucoup, toute cette codification du récit, de guerre, et ben, il en reprend ce qu'a vécu Tolkien. Et Tolkien, il l'a dit explicitement dans ses lettres, il a eu des relations très fortes avec des gens, il a noué, des relations très fortes avec, des hommes, sur le front. Et ces relations très fortes pouvaient s'exprimer par de la tendresse, tendresse qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Sure, Sam kisses Frodo's hand, but so does Merry kiss King Theoden's hand too. And the word love is also used to express passionate allegiance, which is exactly what Sam and Frodo's relationship is meant to be. By the time of World War II, it seemed like soldiers were already more self-conscious of seeming gay in their writings than World War I soldiers had been. But Tolkien's great World War I epic wouldn't be published until the 1950s. Ça, c'est intéressant ce qu'elle dit, puisqu'elle nous dit que, en termes d'époque, la tendresse entre hommes n'était pas perçue pareil au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les hommes, étaient un peu plus self-conscious, c'est-à-dire, faisaient un peu plus gaffe au genre, «Ouh là là, mais si on est trop tendre, si je dis qu'on s'est fait un câlin et tout, peut-être que les gens ils vont être, ils vont penser qu'on est gay et tout». Ça rejoint ce que je disais, hein, sur le fait que, les termes, d'homosexualité et d'hétérosexualité qui sont inventés à la fin du 19e siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, avaient peut-être pas encore complètement infusé et donc étaient pas forcément, c'était pas des notions qui étaient évidentes pour tout le monde et donc du coup, peut-être que les soldats se souciaient moins de ça et la Seconde Guerre mondiale un peu plus. Peut-être aussi que le fait je pose ça là, peut-être aussi que le fait que, ce qui était perçu comme des comportements sexuels déviants était très fortement réprimé, par un des côtés de la Seconde Guerre mondiale, a pu jouer. Peut-être. Mais donc du coup, ce qu'elle dit, c'est, voilà, c'est que Tolkien, hem, il est un peu à contretemps, en fait. C'est-à-dire que là, il publie son bouquin dans les années 50. Mais son bouquin est imprégné de son expérience, dans les tranchées en 1916. Et donc il écrit comme, quelqu'un qui a vécu la guerre en 1916 décrirait la guerre. Et donc il décrit cette tendresse entre hommes de manière assez, transparente, avec, toute cette tendresse, sans trop se soucier de ça, parce que c'est pas dans sa tête. C'est un peu le truc qui est intéressant et ça va revenir plusieurs fois dans la vidéo. Là, c'est un truc que je trouve assez intéressant avec Tolkien, c'est vraiment que c'est un peu un vieux réac et il est vraiment à contretemps de l'histoire sur plein de trucs. C'est-à-dire qu'il écrit dans les années 50, mais en étant, enfin voilà, en ayant cette mentalité des années 10-20 et notamment sur la tendresse entre hommes. No wonder critics were so surprised by it. Time had moved on and the culture had changed. Polygon asked how an author in the 1950s would allude to queerness in his fiction. But the question should have been, how would an old Catholic World War I soldier write about straight men at war? Because the answer is, like this. C'est comme ça donc elle le résume là assez bien. Elle dit comment, parce que elle cite un article du coup, qui dit ah ben tiens, la façon dont Tolkien parle de la tendresse entre hommes, ça ressemble quand même beaucoup à la façon dont un auteur dans les années 50 décrirait une romance gay. Elle dit mais c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question comment un auteur qui a vécu la Première Guerre mondiale décrirait la tendresse entre hommes en temps de guerre.
Et effectivement, oui, c'est de là qu'il part, Tolkien. Donc c'est pour ça qu'on a autant de tendresse entre hommes dans Le Seigneur des Anneaux. C'est effectivement parce que Tolkien a vécu ces moments de tendresse entre hommes dans les tranchées. Must be gay, I hear the raging commenters type, because the book refers to Frodo as Sam's mate, like they're lovers. Well, no, not exactly. And either way, this rather has vibes of... I just want a mate. You just want to mate. Tolkien does use the word mate elsewhere, and it seems unlikely that he Bref, was à Dr. referring to Who, the on carnal adore. meaning there too, unless this ruffian was referring to his polycule. So, no, not gay. Oui, le terme mate, il est intéressant. Si je capte, Tolkien était considéré conservateur, non pas comme aujourd'hui pour son homophobie, mais pour l'inverse. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il avait tellement une mentalité à l'ancienne que c'est un angle mort en fait pour lui. C'est même pas quelque chose qu'il concevait comme possible. C'est pour lui, l'homosexualité, c'est un truc qu'il n'avait pas en tête. Ça n'existait même pas. Et en fait, c'est plus un truc en fait, pendant ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les soldats de la Première Guerre mondiale ne se souciaient pas de comment leur geste de tendresse entre hommes pouvait être interprété. Ils se disaient pas oh là là, mais enfin, il y avait pas un peu cette inquiétude qu'on retrouve encore aujourd'hui chez certains hommes hétérosexuels en tant que ex-homme bisexuel, mais ayant traîné avec beaucoup d'hommes hétérosexuels, je peux confirmer que ça existe quand même beaucoup. Cette crainte de dès qu'on exprime de la tendresse envers un autre homme, oh là là, est-ce que je vais être considéré comme gay? En fait, comme la notion d'homosexualité n'était pas encore très répandue au moment de la Première Guerre mondiale, c'était pas une inquiétude qui existait tant que ça. Les hommes avaient moins de problèmes à se montrer comme tendres entre eux parce que ça ne leur venait même pas à l'esprit que ça pouvait être mal interprété. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà beaucoup plus le cas. Notamment, je l'ai dit, parce que en fait, il s'est quand même passé 20 ans entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, et les notions d'hétérosexualité et d'homosexualité ont pu infuser beaucoup plus dans la société, étaient plus connues. Et aussi, ça c'est mon hypothèse perso, parce que les nazis, ils déportaient et ils gazaient ceux qu'ils appelaient, je ne sais plus quel était le terme qu'ils utilisaient, si c'était inverti ou si c'était autre chose, mais en tout cas ceux qui percevaient comme déviants sexuellement. Donc ça incluait les femmes trans, les hommes gays ou bisexuels. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y avait vraiment cette espèce de... C'était un peu plus en question. Et dans les années 50, on a effectivement des discussions qui commencent. Alors, elles vont vraiment prendre de l'ampleur dans les années 60, mais des discussions autour de la question homosexuelle. Donc, c'est un sujet qui est un sujet un peu public, qui est discuté, et où donc les gens se positionnent un peu là-dessus et ont cette grille de lecture à l'esprit. Triangle rose pour les homos trans et triangle noir pour les lesbiennes, folles X asociaux. Oui, d'accord. Alors, c'est Miroslav qui nous dit ça. Très intéressant. Est-ce que le triangle noir pour les lesbiennes fous, folles, asociaux, est-ce que ça rejoint pas, peut-être, c'est une question un peu ouverte, hein, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais en fait, les lesbiennes étaient un peu considérées, c'est un peu ce truc de l'hystérie, j'imagine. Les femmes ne pouvaient pas être considérées vraiment comme ayant une sexualité déviante, mais plutôt on disait elles sont hystériques ou des trucs comme ça, peut-être. Mais oui, effectivement, si vous ne le savez pas, le triangle rose qui est le logo d'Act Up, ça vient de là. Ça vient du fait que ceux qui étaient perçus comme des hommes déviants, donc les femmes trans, les hommes homosexuels, c'est un peu difficile aujourd'hui de faire la différence entre les deux, mais ceux que les nazis considéraient comme des déviants portaient comme signe distinctif un triangle rose. Et en retournement de stigmate, le logo d'Act Up, c'est le triangle rose renversé. Oui, tout à fait. Et donc ce triangle rose a été récupéré, notamment par Act Up, comme retournement de stigmate bah oui, ça a été utilisé pour nous ficher et pour nous exterminer et tout. Et on va s'en saisir comme symbole de notre histoire. Bref, on ne refait pas l'histoire, mais oui, exactement, c'est une part importante de notre histoire.
Mais donc oui, pour finir de répondre à Ginny Flood, c'est surtout qu'en fait, Tolkien, dans son esprit, n'a pas cette grille de lecture. Il sait à peine que ça existe, l'homosexualité, donc ça ne lui vient pas à l'esprit. C'est vraiment un angle mort. Il voit pas comment des signes de tendresse entre hommes pourraient être interprétés autrement que comme ce que lui il voit. Il se pose même pas la question. Et comme il publie son livre dans les années 50, à un moment où c'est des questions qui commencent à être présentes dans le débat public parce qu'elles ont été posées par la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu un traitement particulier des personnes perçues comme homosexuelles, et qu'on est à la veille vraiment du début des grands mouvements sociaux, hein, vraiment les années 60, un peu partout dans le monde occidental, hein, aux États-Unis bien sûr, mais en Europe aussi, hein, en France notamment, c'est la création du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, dans les années 60. En fait, dans les années 50, quand Le Seigneur des Anneaux est publié, on est à la veille de ces mouvements-là. Donc on a une période où l'homosexualité prend de la place dans le débat public. Ce qui n'est pas du tout le cas pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un sujet. Faut aussi se dire que la wokisation des esprits, mais la façon dont sont considérées en fait les différentes catégories sexuelles, pour parler de notre exemple, elle n'est pas linéaire, hein. C'est pas une évolution linéaire. C'est pas en fait plus vous remontez loin dans le temps, plus c'était mal considéré d'être autre chose qu'hétérosexuel, et plus on avance, plus ça va vers du progrès. Ça fait plus des montagnes russes. Et en fait, si vous voulez, entre la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918, et le moment où les différents fascismes gagnent en pouvoir, et notamment arrivent au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe, dans la fin des années 20, début des années 30, on a ce qu'on appelle les années folles, et on n'appelle pas ça les années folles pour rien. C'est-à-dire que c'est des moments de libération sexuelle. C'est l'âge d'or du cabaret, bien évidemment. C'est pas pour rien que si vous allez dans des soirées cabaret qui essayent de faire revivre le côté cabaret, vous avez vraiment cette esthétique très années 20. C'était des moments où les frontières du genre étaient constamment challengées. C'est le moment où on a la mode des coupes à la garçonne, où les femmes se coupent les cheveux courts, ce qui était inimaginable. Les femmes commencent à porter des pantalons. Incroyable. Si vous avez vu la meilleure série de droite du monde, Downton Abbey, vous avez vraiment ça, hein. Au moment où on rentre dans les années 20, il y a vraiment ce truc c'est des vieux aristocrates qui sont genre « Oh là là, elle porte un pantalon, elle se coupe les cheveux courts, incroyable !» Et vous avez effectivement toute cette vie nocturne du cabaret, où vous avez notamment beaucoup de libération, en fait. Vous avez des couples qu'on qualifierait aujourd'hui d'homosexuels qui s'affichent au grand jour. Vous avez des personnes qui se travestissent, donc qui sont en fait quelque part plus ou moins dans une démarche de transition. Et vous avez des recherches qui sont faites dans ce sens-là. On parle des années 20, là, hein, mais les années 1920, pas les années 2020. Vous avez notamment à Berlin. Berlin, à ce moment-là, c'est un peu la capitale européenne ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on n'appelle pas du tout à l'époque, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui les études de genre. Euh, et vous avez notamment beaucoup d'études sur les personnes trans. Et évidemment, ce qui va mettre un coup d'arrêt à cette période un peu de grand progrès social sur les questions qu'on appelle aujourd'hui queer ou LGBT, LGBTQIA+, c'est évidemment l'arrivée du fascisme. C'est toute proportion gardée, toute l'histoire ne se répète jamais, même si elle a tendance à bégayer. Ce qui va évidemment marquer un coup d'arrêt, c'est l'arrivée du fascisme au pouvoir dans plusieurs pays. En Allemagne, évidemment, je vous ai dit, Berlin, grande capitale du monde queer. C'est anachronique de dire ça, mais voilà, on se comprend. Du monde queer à l'époque. Quand les nazis vont arriver au pouvoir, la fête est finie, quoi. On a tous en tête les autodafés, les nazis qui brûlent des livres et tout. Qu'est-ce qu'ils brûlaient comme livre? Alors, ils brûlaient plein de choses, mais ils brûlaient notamment des études de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'appelle pas comme ça à l'époque, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui des études de genre. On a perdu, en fait, c'est difficile de savoir, mais on a perdu quand même énormément de recherches sur le genre qui a été faite dans les années 1920, parce que les nazis les ont brûlés, en fait. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui, où Trump veut... ils ont commencé à essayer d'effacer des archives
Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec internet et tout ça, on peut toujours faire des sauvegardes dans les coins, mais c'est vrai que c'est difficile d'évaluer, mais on a perdu des décennies de recherche. Ce bon Magnus, j'ai pas la ref, désolé. Magnus Hirschfeld, Miroslav Toiman nous dit « Ils ont brûlé son institut et nos archives, d'où le gros retard sur la connaissance des transidentités. » D'accord, j'avais pas le nom. Donc Magnus Hirschfeld, si j'ai bien compris ce que nous disent Ginny et Miroslav, c'était donc un psychiatre peut-être, en tout cas un scientifique, qui faisait des études sur les transidentités. Ils ont brûlé son institut. Sexologue, d'accord, sexologue, pas psychiatre. Les sexologues sont un peu plus nos amis que les psychiatres. Sexologue allemand dont les travaux ont été brûlés à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ce sont les images de l'autodafé de son institut que l'on voit dans les manuels. Voilà, donc merci Miroslav et Ginny pour ces précisions. Donc effectivement, donc Magnus Hirschfeld, qui était un sexologue qui avait beaucoup fait de recherches sur la transidentité dans les années 1920, et ses travaux ont été brûlés à l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est un peu le pionnier, en tout cas celui que l'histoire a retenu. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos précisions. Donc cette parenthèse pour dire que nos connaissances et notre perception surtout des minorités de genre et sexuelles n'est pas linéaire. Il y a des moments de progrès, il y a des moments de récession. Dans les années 1910, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un peu un impensé. Dans les années 1920, il y a une espèce de libération, et dans les années 1930, puis 1940, il y a une réaction très très forte. Donc, en fait, quand on dit que Tolkien publie ça dans les années 50 et qu'il est un peu et que en fait il est un peu à contretemps, c'est parce que pour lui il n'y a pas de façon, enfin en fait lui ne peut pas interpréter la tendresse entre hommes autrement que, enfin dans son cadre de pensée, la tendresse entre hommes n'est que ça, c'est de la tendresse dans un moment de crise. Et il y met pas de choses sexuelles, hein. C'est vraiment, c'est très, comment dire, c'est presque ingénu de sa part. Et c'est le public des années 50 qui, lui, a tout le bagage, notamment, effectivement, on est dans une période, comme j'ai dit juste avant, les grands mouvements de lutte pour la libération sexuelle, qui vont avoir cette lecture-là. Et aujourd'hui, où on est en plein là-dedans, et où on est, évidemment que Verily Bichi et moi, on a aussi cet attachement-là au Seigneur des Anneaux, parce que on est queer et qu'on adore le Seigneur des Anneaux, donc forcément, on aime se sentir représenté dans ce qu'on voit. Donc nous, forcément, on a cette lecture. Évidemment, elle n'est pas du tout intentionnelle. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas pertinente ? On va y venir. On va peut-être continuer la vidéo. Do we also want to talk about Frodo selling his beautiful hole? Or there are queer folk about? Or they will come on you in the wild? Sam does in fact use the word boner at one point. Read into that what you will. The truth is... Alors, je pense qu'elle va le dire juste après, mais le mot queer, l'utilisation du mot queer dans Le Seigneur des Anneaux, si vous avez déjà lu Le Seigneur des Anneaux en anglais, c'est très 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 drôle, parce que il y a plein de moments où ils utilisent le mot queer. Genre, ils disent beaucoup que Bilbo est queer et tout, nanana, et qu'en fait, juste, pourquoi Tolkien utilise ce mot ? Alors là, on va faire un petit peu d'histoire. Ah ouais, le hole, carrément, ouais, Frodon vend son trou. Mais ça, même en français, ça passe pas terrible. Non, faut s'ouvrir un peu l'esprit quand on est un petit peu des pervers dégènes comme moi et peut-être vous. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a des moments où ça peut être un peu genre, oh là là, c'est un trou. Tout le début du Hobbit, oui. Oh, ce n'était pas un trou sale et malodorant. mais oui, donc petite histoire du mot queer. Le mot queer, à l'origine, ça veut juste dire étrange, un peu en décalé, un peu... Oui, voilà, c'est un peu chelou, quoi. Et c'est dans ce sens-là que Tolkien l'utilise, bien évidemment. Maintenant, je vais voir la compter différemment. Ouais, c'est plein de trous. Non. Non. Pardon, j'ai trop d'images en tête, c'est horrible. Donc le mot queer à la base, il veut dire ça de manière assez générale, voilà, de dire que quelqu'un est queer,
ça veut dire que c'est une personne un peu bizarre, avec un côté un peu péjoratif, hein, de on s'en méfie. Quand Tolkien il dit ça, en fait, petit contexte, c'est à des moments où en fait il décrit un petit peu les médisances, ou en tout cas les trucs qui se disent dans le dos de Bilbo. Où on dit ouais, il est Monsieur Saquet, Mr. Baggins, Bessac dans les nouvelles traductions. Mr. Baggins is queer. They are queer folks. Voilà, il est un peu bizarre. Voilà, si vous avez un peu vécu à la campagne, c'est des choses, voilà, les voisins qui vous regardent un peu en biais parce que vous n'êtes pas. Voilà, c'est un peu effectivement un grand classique. Et en fait, ce mot queer, il a beaucoup été utilisé justement après la Seconde Guerre mondiale pour décrire les personnes déviantes sexuellement, entre guillemets, donc les homosexuels, les personnes trans, etc. Et c'est vraiment une insulte de base. Et donc ce mot queer, il est beaucoup utilisé dans les années 50 et 60 comme une insulte envers les personnes perçues comme déviantes sexuellement. Et donc ce qui se passe un peu toujours dans la communauté queer, si vous en êtes, vous le savez, quand on nous balance une insulte, un truc comme ça, on retourne le stigmate, on se la réapproprie et on en fait un étendard. C'est vraiment un grand classique, hein. Si vous êtes de la communauté, vous le savez. Si vous n'en êtes pas, je vous l'informe. On est très très forteux pour récupérer ce genre d'insultes. Et donc le mot queer est utilisé, je pense que ça commence dans les années 70. Dans le monde anglo-saxon, le mot queer est récupéré par la communauté LGBT pour se définir dans ce retournement de stigmate. Et donc quand Tolkien utilise le mot queer dans Le Seigneur des Anneaux, évidemment qu'il ne pense pas à ce qu'on appelle aujourd'hui les personnes queer. Évidemment. Pour lui, queer, ça veut juste dire un peu bizarre. Mais il n'empêche que, effectivement, quand on le lit aujourd'hui, c'est un peu marrant. C'est, encore une fois, donc là, c'est ce qu'elle va dire. Tolkien was just an old fart, and these very obvious gay interpretations just didn't occur to him. This is the man who named Galadriel's husband Teleporno. Oui, si vous ne le saviez pas, le mari de Galadriel, qu'on connaît sous le nom de Celeborn, son nom original, c'était Téléporno. Mais parce que, en fait, tout simplement, Tolkien n'avait aucune idée de ce que ça... Enfin, c'était juste des trucs qu'il connaissait pas. Et du coup, enfin voilà, c'est son éditeur, il me semble, qui lui a dit peut-être il faut que tu changes, ça c'est quand même un petit peu... Teleporno, and one hobbit, Nob. Alors, Nob, j'ai pas la ref sur le mot Nob. C'est un peu moins vieux, parce qu'il me semble que Nob, c'est resté... Oui, c'est toujours comme ça qu'il s'appelle. Maintenant, il s'appelle YouPorn. Ouais, donc vous voyez, et donc c'est ce qu'elle dit, hein, c'est en fait Tolkien juste vraiment, il avait pas les refs. C'était des choses, ça lui venait pas à l'esprit. Pour lui, c'était même pas quelque chose qui faisait partie de son univers mental. Donc c'est pour ça qu'on a autant de trucs qui peuvent être interprétés de manière un peu chelou, parce que, enfin voilà, c'est des choses auxquelles il pensait pas. He was a sophisticated man, yes, but also a tad sheltered. Yet him being an old fart means we also end up with incredible lines about how queer Bilbo and Frodo are. Bag End's a queer place, and its folk are queerer. Voilà, moi maintenant je veux faire un bar queer et qui s'appelle Bag End. Voilà. Bag End is a queer place, and its folk are queerer. Genre, on dit que Cul-de-sac, donc la maison de Bilbo qu'il lègue ensuite à Frodo, est un endroit queer, étrange, hein, voilà, et que les gens qui y habitent sont encore plus queer. Now, queer definitely did mean gay at the time, but that's not what Tolkien meant. All the same, the odd bookish bachelors who like taking long walks in the woods, hanging out with androgynous foreigners, and never so much as glancing at lady hobbits, being referred to as queer, carries certain connotations. And the fact that their queerness, that is, their strangeness, alienates them from the conventional heterosexual local hobbits also feels very gay.
Donc ça, c'est ce qu'on a dit hein, sur le sens du mot queer. A queer reading is very easy to stumble upon, and there are several good reasons for that. After all, it's not like heterosexual romances abound in these books. In the main text, the best you get out of the straight romances is when Arwen and Aragorn chat for a second. Aragorn stood beside... Oui, voilà, c'est ce que je disais un peu en début de live. Cul-de-sac, c'est le marais en fait. Oui, c'est un peu... Alors, le marais avant, hein, parce que ça s'est grave gentrifié malheureusement. Oui, donc ça, c'est ce que je disais un peu en début de live. C'est qu'en fait, si vous voulez de la romance explicite, volontaire et tout, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu douloureux, quoi. Il n'y a pas grand-chose. La romance entre Aragorn et Arwen, alors dans les films déjà, c'est pas foufou, mais alors dans les livres, enfin, Arwen, en fait, elle apparaît quasiment pas dans les livres. En fait, la romance entre Aragorn et Arwen est tellement pas présente dans les livres qu'en fait, elle est dans les appendices. Elle est dans les bonus, si vous voulez. C'est un petit peu comme si, en fait, dans les films, toutes les scènes d'amour entre Aragorn et Arwen, ils les avaient gardées dans les scènes coupées. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de romance hétérosexuelle un peu consistante. D'ailleurs, fun fact, parce que ça fait 1 heure qu'on est en live et j'ai pas encore parlé de mon mec. Mais c'est pour ça que ado, il avait un tout petit peu de mal avec le Seigneur des Anneaux, parce qu'il était genre, il n'y a pas de romance. Enfin, pas très intéressante, quoi. C'est très platonique dans mon souvenir, les romances hétéros du Seigneur des Anneaux. Alors, platonique, en fait, le truc, c'est que... petit aparté sur pourquoi les romances hétérosexuelles sont comme ça. En fait, le truc, c'est que Tolkien, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, son but, et ça c'est quelque chose qu'il dit dès le début, c'est qu'il veut donner une mythologie à l'Angleterre. Pour lui, l'Angleterre est un pays sans mythologie. On peut en discuter. Bon, il connaissait quand même son sujet, hein, c'est un professeur de philologie, hein, il connaît quand même bien son sujet. Mais en tout cas, il se dit ça. Donc en fait, il veut... il y a tout un truc très intéressant sur le fait que Tolkien a toujours dit ne pas avoir écrit Le Seigneur des Anneaux, il a juste traduit. Il aurait trouvé des manuscrits qu'il aurait traduits, et puis voilà. Donc ça rajoute un peu de légende, c'est assez intéressant. Mais en fait, du coup, il va reprendre beaucoup de codes un peu à l'ancienne, entre guillemets, en tout cas des codes plutôt classiques. C'est pour ça qu'il y a ce côté très, très épique, en fait. C'est un peu comme une épopée. Il s'inspire beaucoup de Beowulf, Donc Beowulf, si vous ne savez pas, c'est le premier texte, ce qui est considéré comme le premier texte en langue anglaise, en tout cas en vieil anglais. Et comme Tolkien parlait couramment le vieil anglais, puisque il était professeur de vieil anglais à Oxford, il pouvait lire Beowulf en version originale. Il adorait ce texte, hein. Vraiment, il était très, très, très fan de Beowulf. Donc du coup, Beowulf, qui a un texte qui a été écrit, si je ne me trompe pas, pendant le Haut Moyen-Âge, donc c'est-à-dire au 5e, plutôt 6e, 7e siècle. Et donc du coup, il reproduit un peu ce ton épique. Et il s'inspire aussi des romans arthuriens, etc. Et donc on va avoir ce côté amour courtois, en fait. Et dans l'amour courtois, on dirait platonique, c'est pas tout à fait juste de dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a ce truc de l'amour, ça reste un peu à distance, on se voit pas trop et tout. C'est pour ça que la romance entre les romances hétérosexuelles dans Le Seigneur des Anneaux, elles sont assez pauvres, en fait. Parce que, voilà, c'est avec ça que Tolkien écrivait. Et donc, du coup... comme vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent en termes de romance, bah, on compense avec du ship, quoi. her. They spoke together. That's it. We get Sam delicately wetting Frodo's entire hand for half the books, but outside the appendices, all Arwen gets is a brief chat. C'est assez vrai ce qu'elle dit. On a Sam qui passe des pages et des pages à pleurer sur les mains de Frodon et tout, et puis Aragorn et Arwen, juste, ils parlent 5 minutes, quoi. Then Eowyn's romance with Aragorn is grim and unrequited. Later, out of nowhere, she just hooks up with a bootleg Aragorn she hardly knows. Gimli fancies Galadriel, and he's like, excuse me, could I get some of your hair, madam? And Galadriel's like, yeah, okay. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, sur ce qu'elle dit sur Gimli Galadriel. Là, on est vraiment... En plus, je trouve que...
Dans les films, c'est complètement passé à la trappe. Mon point de vue, c'est que Gimli est le personnage qui a le plus souffert de l'adaptation en film. J'aime toujours beaucoup les films, mais Gimli est celui qui a le plus souffert de l'adaptation en film parce que dans les livres, c'est vraiment un personnage intéressant et avec du caractère. C'est un personnage noble, courageux, etc., avec beaucoup de valeurs, très chevaleresques. Et dans les films, dans le premier, ça va encore, mais dans les deux suites, c'est vraiment. Il y a des scènes qui me saoulent un petit peu avec Gimli. Dans les suites, notamment dans les scènes coupées, parce qu'il est très. Ouais, le traitement des nains par Jackson, c'était très moyen. Mais don't get me started sur le Hobbit, parce que là, de toute façon, le Hobbit, je déteste. Mais dans les livres, Gimli, en fait, il a une relation très chevaleresque avec Galadriel. C'est-à-dire qu'au début, vous savez qu'il y a une rivalité entre les nains et les elfes. Et en fait, quand il va rencontrer Galadriel, Gimli va être un peu sous le charme et il va en fait décider de se vouer à elle et de défendre son honneur. Vraiment chevalier servant, hein. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée, hein. Galadriel, elle est mariée, il a aucune envie d'aller. Voilà, mais il y a cette relation chevaleresque où il va notamment, ça c'est un truc que j'adore dans le livre, c'est que la première fois qu'ils vont rencontrer Éomer. Dans les films, ça vient très très vite, le moment où Homer dit ouais, je vous couperai la tête si jamais elle dépassait un peu plus du sol. Enfin, vraiment, c'est Gimli lui a juste dit ouais, donnez-moi votre nom et Homer il lui dit ça. Tu fais ah ouais, quand même, le gars il a pas le time. Dans les livres, l'échange est plus long, plus fourni. Et il y a un moment où ils disent oui, nos capes, donc Aragorn, Legolas et Gimli disent nos capes, c'est la dame de la forêt, la dame de la Lothlórien qui nous les a donnés. Et là, Éomer dit oui, la sorcière, machin de ça. Et Gimli, en fait, le provoque en duel. En lui disant, vous pouvez pas parler comme ça de la dame Galadriel. Et en fait, je vais vous, je vais vous pardonner parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais si un jour vous la voyez et que vous ne trouvez pas que c'est la plus belle chose que vous ayez jamais vue, moi, je vous découpe. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec elle sur ce point où elle décrit un peu Gimli comme un creep. Après, c'est juste une blague en passant, hein, c'est assez inoffensif. Mais moi, j'aime bien ce truc très chevalier servant que Gimli a envers Galadriel dans les livres. Mais effectivement, ça n'aide pas le fait que les romances hétérosexuelles sont assez légères. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est Aragorn et Arwen, qui est principalement des scènes coupées, puisque dans les livres, toute la romance entre Aragorn et Arwen est dans les appendices, hein, on les voit à peine interagir. Éowyn, qui a un crush sur Aragorn, mais ça se passe pas comme prévu, et donc au final elle crush sur l'Aragorn de Wish, comme elle dit, c'est pas très gentil pour Faramir, mais admettons. Et effectivement Gimli qui a cette relation de chevalier servant avec Galadriel. Donc effectivement, si vous cherchez de la romance hétérosexuelle, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent. Sam and Rosie decide to get married only when she says, well, you've wasted a year, so why wait longer? The heterosexual romances of The Lord of the Rings will leave one feeling as dry as sandpaper. And where the books are almost exclusively about intimate relationships between men, the films tried to bring straight romance to the forefront while making an effort to no homo Sam and Frodo, despite Ian McKellen's best efforts. Rosie caught dancing. She had ribbons in her hair. But even then, Arwen's appearances aren't nearly as satisfying as the men's much more complex relationships. Arwen just floats into frame occasionally whispering, "Hello, Aragorn, I love you so much." No wonder people are shipping anyone they can get their hands on. If there's any eroticism in The Lord of the Rings, it certainly doesn't get to be between a man and a woman. On se répète, hein, mais en vrai, il y a vraiment ce truc de les romances intentionnelles et donc toutes hétérosexuelles dans Le Seigneur des Anneaux, elles sont quand même pas très consistantes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc du coup, si vous êtes un peu en recherche de ça, vous faites votre propre sauce. C'est le headcanon, hein, ce qu'on appelle le headcanon, et le shipping, etc. En fait, on va plutôt se reporter sur ce qu'il y a, c'est-à-dire des relations entre hommes, entre personnages masculins. And if anything, it's the One Ring that really gets all the action. The books always describe it so sensually. Once more, the desire to slip on the ring came over Frodo, but this time it was stronger than before. So strong that almost before he realized what he was doing, his hand was groping in his pocket. A sudden temptation to put on the ring, the desire to do this laid hold of him, and he could think of nothing else. Something seemed to be compelling him to disregard all warnings
and he longed to yield. A lust which he could not conceal shone suddenly in his eyes. Oh my gosh, One Ring, you're looking really good. Have you been working out? Oui, bah ça je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas vraiment ma take. Oui, oui, non, non. Alors donc Ginny qui nous dit le montage est drôlissime. Ouais, vraiment Verily Bitchy. Encore une fois, si vous êtes suffisamment à l'aise avec l'anglais, je vous conseille vraiment sa chaîne. C'est hyper intéressant. Elle fait beaucoup de vidéos comme ça sur la pop culture. Elle est vraiment très intéressante, très érudite. Et elle a fait pas mal de choses sur Harry Potter aussi. Le jour où je me déciderai à faire ma grosse vidéo sur Harry Potter, je vais pas mal re-regarder tout ce qu'elle a fait. Mais oui, non, c'est assez drôle. Donc voilà, ce qu'elle dit, c'est en fait l'anneau est décrit de manière assez érotique. Is any sensuality, any eroticism in the language of the Lord of the Rings, it's around Frodo and the ring. Everyone wants a piece of that ringussy. But despite how tame and innocent Lord of the Rings seems, Tolkien did actually think about sex in Middle-earth. In fact, he wrote about it in some detail. His notes even had a word for elven sexual desire, yerme. Alors là, on est pile dans le pourquoi je pense que je ne pourrai jamais faire une vidéo meilleure que celle-là. Parce que, je l'ai déjà dit 2-3 fois, moi je suis très très sur Le Seigneur des Anneaux. J'adore Le Seigneur des Anneaux, je connais bien les livres, je les lis une fois par an, et je connais très bien les films, je les regarde une fois par an aussi. Je connais moins tout ce qu'il y a autour. Le Hobbit, je l'ai lu quelques fois et j'aime bien sans plus. C'est une bonne entrée, je pense. Je l'ai offert il y a pas longtemps comme cadeau d'anniversaire à une petite fille de 10 ans, le Hobbit, pour lui dire tiens, après tu pourras lire Le Seigneur des Anneaux quand tu seras plus grande. Et le Silmarillion, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai tout simplement jamais lu. Je connais 2-3 trucs sur le Silmarillion, évidemment, parce que je bouffe quand même beaucoup de contenu sur Le Seigneur des Anneaux, et donc beaucoup de gens qui l'ont lu et le connaissent assez bien, notamment Verily Bitchy, mais d'autres vidéastes. Et donc forcément, là, tout ce dont elle parle, c'est des choses qu'en fait j'ai appris dans cette vidéo. Inaccessible pour moi le Silmarillion. C'est beaucoup ce que j'entends, que c'est un peu compliqué. Après, moi, je lis la Bible en long, en large et en travers, donc si tu veux, ça me fait pas forcément si peur que ça. Mais oui, tous ces trucs un peu de lore qui sont pas dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des trucs que je vais pas connaître. Ça, tout ce qu'elle est en train d'expliquer, je l'ai appris dans cette vidéo. Donc du coup, c'est des choses que j'aurais pas pu dire si j'avais fait une vidéo par moi-même. Donc je trouve ça plus intéressant de juste la laisser parler, éventuellement en expliquant des moments où ça me paraît un peu compliqué. And the Silmarillion is super horny by Victorian Catholic standards. This is the sort of Bible of Middle-earth. Let's look at the tale of Beren and Luthien, the epic love story between a man and an elf, the ancestors who preceded Aragorn and Arwen. Beren et Luthien, c'est... alors voilà, par exemple, quand je dis « je connais rien sur le Silmarillion, j'ai pas lu le Silmarillion », Beren et Luthien, quand même, je connais un petit peu, pour plein de raisons. La première, c'est que Beren et Luthien sont cités nommément dans Le Seigneur des Anneaux, par Aragorn. Ils sont cités dans le livre, mais ils sont aussi cités dans les films. Version longue, évidemment, puisque, en fait, beaucoup de trucs un peu de pauses dans l'histoire pour expliquer l'or, qui sont très courantes dans le livre, ont été coupés des versions cinéma, ce qui est très compréhensible, parce que c'est une pause dans l'histoire pour dire « oui, ces elfes qui ont vécu il y a 10 000 ans, qui ont fait ci, qui ont fait ça ». Mais Beren et Luthien, c'est effectivement un peu les ancêtres d'Aragorn et Arwen. Luthien qui était une elfe, Beren qui était un mortel, et ils sont tombés amoureux, nanani nanana. Ça s'est pas très bien terminé. Cette histoire, elle est doublement importante. L'autre raison pour laquelle je la connais, c'est parce que je me suis aussi un petit peu intéressé à la vie de Tolkien. Et en fait, dans l'esprit de Tolkien, Beren et Luthien s'étaient inspirés de son histoire d'amour à lui. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que c'est une belle histoire, l'histoire du professeur Tolkien et de sa femme Edith, parce que il y a tout ce truc un peu amour interdit à la base, puisque le précepteur de Tolkien ne voulait pas qu'ils se fréquentent et tout. Enfin bref, on va pas faire toute l'histoire. Mais surtout, quand ils ont fait toute leur vie ensemble, hein, évidemment les catholiques ne divorcent pas, et apparemment ils ont quand même été plutôt heureux ensemble toute leur vie, sur leur tombe,
Edith est morte 2-3 ans avant John Ronald Reuel, je crois, quelque chose comme ça. Sur leur tombe, en dessous de leur nom, ils ont fait marquer Beren et Luthien. Attendez. Voilà. Edith Mary Tolkien, Luthien, donc 1889-1971. John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892-1973. Ouais, c'est ça, 2 ans avant, elle est morte 2 ans avant. Et donc, du coup, voilà, il a fait inscrire en dessous du nom de sa femme, Luthien, et en dessous de son nom à lui, Beren. Donc, c'était vraiment explicitement pensé comme ça. Et donc, du coup, effectivement, cette histoire-là, je la connais, même sans avoir lu le Silmarillion, mais parce que je pense que c'est une des histoires du Silmarillion qui est la plus connue. Parce que c'est une de celles qui a le plus d'influence sur le Seigneur des Anneaux, puisque voilà, c'est ça l'origine de. Enfin, c'est un peu le précédent de l'amour d'Aragorn et Arwen. Et quand Aragorn parle de son amour à Arwen, parle de son amour pour Arwen, il le rapporte à l'amour de Beren et Luthien. The evil Morgoth, who is basically the devil, the precursor to Sauron. Morgoth, looking upon her beauty, conceived in his thought an evil lust. Oh yeah, that's so hot, Tolkien, keep going, baby. But in his earliest drafts, from when he was much younger, Tolkien is even more frank about sex. For instance, instead of Luthien singing to seduce Morgoth, she does a sexy little dance for him. But that's an unusual example, because sex in Middle-earth is a very idealized conservative Catholic sex. C'est pas si étonnant que ça, en fait, parce qu'il y ait des trucs sexuels, entre guillemets, en tout cas qui parlent de sexualité dans le Silmarillion. Aragorn chante une chanson sur Beren et Luthien dans la communauté de l'anneau, il me semble. Tout à fait. C'est dans les scènes, c'est dans les versions longues uniquement. Et c'est typiquement une scène où je pense que si vous êtes comme moi, que vous êtes hyper fan du lore et que vous, par exemple, vous êtes capable comme moi d'interrompre un live pour aller chercher une photo de la tombe de Tolkien, c'est une scène qui est très jolie et tout. C'est une scène que je comprends complètement pourquoi ils l'ont mis que dans les versions longues et pas dans la version cinéma. Ça coupe complètement l'action, quoi. On est en pleine fuite des Nazgûl, bref. Je disais quoi? Oui, je disais, c'est pas si étonnant que dans le Silmarillion, il y a un peu plus de présence de la sexualité, en tout cas plus que dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, le Silmarillion, comme elle le dit, c'est un peu la Bible, entre guillemets, du Seigneur des Anneaux. Rappelons aussi que le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont les 2 seules œuvres de l'univers de la Terre du Milieu qui sont publiés du vivant de Tolkien. Tout le reste, c'est à titre posthume. C'est posthume, c'est son fils, son 3e fils, Christopher Tolkien, qui les a publiés. Il y en a qui sont en fait des travaux finis, comme le Silmarillion. Le Silmarillion en fait avait été fini d'écrire, voilà, il y avait juste à le mettre un peu en forme et voilà. Et il y en a d'autres qui sont inachevés. C'est ce qu'on appelle, c'est les contes et légendes inachevés, The Unfinished Tales en anglais. Et c'est pour ça que jusqu'à la mort, il y a quelques années de Christopher Tolkien, on a eu des publications régulières de livres de John Tolkien, alors qu'il était mort depuis 50 ans, quoi. Mais comme son fils faisait vraiment ce travail, son fils a vraiment fait ce travail d'archiviste. C'est pour ça que les Tolkienophiles sont souvent assez reconnaissants envers Christopher Tolkien. Il a vraiment fait ce travail d'archiviste, d'aller fouiller un petit peu dans l'œuvre de son père. En même temps, il avait vraiment la position idéale pour, c'est-à-dire que quand Tolkien écrivait Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il avait une vision très collégiale, enfin en tout cas très participative de l'écriture. C'est-à-dire qu'il écrivait pas tout seul dans son coin, puis après il publiait. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup faire relire, avoir des retours sur ce qu'il écrivait. Il communiquait beaucoup avec son éditeur. Il avait une relation très forte avec son éditeur, où il envoyait ses brouillons, voilà, il avait des retours et tout. Avec Lewis, donc C.S. Lewis, l'auteur de Narnia aussi, avec plusieurs de ses amis, et un de ses interlocuteurs privilégiés pendant l'écriture du Seigneur des Anneaux, c'était son fils Christopher Tolkien, puisque Christopher Tolkien, pendant l'écriture du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire pendant grosso modo les années 40-50, Christopher Tolkien était un jeune adulte à ce moment-là,
Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Il était dans les forces aériennes, bref, peu importe. Évidemment, Christopher Tolkien n'était pas un relais pendant l'écriture du Hobbit, puisqu'à ce moment-là, il était enfant. Mais donc le Silmarillion, c'est publié à titre posthume. Mais en fait, le Silmarillion, c'est vraiment pensé effectivement un petit peu comme la genèse de cet univers-là. Donc, c'est écrit un petit peu en pensant à la Bible. Toujours se rappeler, Tolkien était catholique. Donc pour lui, la Bible, c'était un petit peu le truc un peu de base. Si le Seigneur des Anneaux, c'est pensé comme Beowulf, le Silmarillion, c'est un peu pensé comme la Bible. Et si vous avez déjà lu une fois, en partie, hein, la Bible, il y a des trucs qui sont vachement horny. Vous avez plein d'histoires de fesses dans la Bible. Pas tout hétérosexuel. Vous avez des histoires entre meufs, vous avez des histoires entre mecs, vous avez des histoires de tromperie, vous avez des histoires presque, on pourrait dire aujourd'hui, de polyamour, des trucs et tout. Il y a des trucs assez horny hein, dans la Bible. C'est Rousse et je sais plus qui a un livre de la Bible où vous avez une histoire d'affection entre deux femmes qui sont un peu considérées comme une histoire lesbienne, une histoire entre David et Jonathan, enfin voilà. Et vous avez aussi pas mal de moments, voilà. Donc, en fait, le Silmarillion étant pensé comme la Bible de la Terre du Milieu, c'est assez logique que ce côté un peu orni, un peu contrasté, un peu contrarié qu'on peut trouver dans la Bible, on le retrouve aussi dans le Silmarillion. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, si je dis que le Seigneur des Anneaux, c'est le Beowulf de la Terre du Milieu, ça marche qu'à moitié, parce que Beowulf aussi, il me semble que c'est quand même assez orni. For the elves, sex could only take place through marriage. In fact, to have sex was to become married. It was the ritual, along with a vow, that made you married. And you could only marry once, ever. Which is not surprising, as Tolkien didn't even believe in divorce or second marriages. Naturally. Donc voilà, ce qu'elle dit, c'est la sexualité entre elfes dans le Silmarillion, c'est le mariage en fait. Et que tu peux te marier qu'une fois et avec une seule personne. Tolkien était catholique. Je rappelle que pour les catholiques ne reconnaissent pas le divorce. Donc rien d'étonnant à ça. When C.S. Lewis married a divorced woman, Tolkien was very upset with him, and they couldn't hang out as much anymore. That Narnia slut. So after beginning the Je vous ai dit que l'histoire, la bromance entre Tolkien et Lewis, c'était un peu contrarié parfois. sexy phase of their relationship, purely for the sake of reproduction, of course, the elves would have a few kids and then just stop. Because bringing an elf baby to term took years and was too exhausting, so sex was just over. Except, as tame as this sounds, we need to take a second to dissect this next sentence, because it appears that Tolkien said in his notes that elves long and hard. The act of procreation does not take long, though it is longer and of more intense delight in elves than in men. Too intense to be long endured. Ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert avec cette vidéo. Je savais pas du tout. Moi, dans mon esprit, Tolkien écrivait de manière totalement asexuée. Ce qui est aussi ce qu'on disait en début de stream, ce qui est aussi pourquoi ça laisse la porte ouverte à autant d'interprétations. Voilà, c'est que en fait, c'est tellement un angle mort pour lui que en fait, il y pense pas et donc du coup, on peut s'infiltrer dans les petites brèches. Mais en fait, non. En fait, c'était un sujet. Comme quoi, les catholiques, hein, leur rapport à la sexualité est quand même un peu particulier, on va dire. I think this translates directly to Arwen f***ing destroyed Aragorn. I think it's possible that he meant to say that the whole process of reproduction from coitus through to birth is an intense one, but it does sound an awful lot like what he said was that elves fuck long and hard. And if he didn't mean to say that, well, then he really should have tried to express himself better in these private notes he never expected anyone to read. But all fun aside, as much as we would like to imagine, say, I don't know, Legolas and Gil-galad railing each other long and hard in true Tolkien fashion, I am loath to report that Tolkien said that it didn't count when it was gay. Alors déjà juste, pardon, je vais nitpick, mais Legolas et Gil-galad qui baissent, c'est pas possible parce que Gil-galad est mort avant la naissance de Legolas.
Just saying. The elves had this idea of basically friend love, melme, but elf friend love was more intense than our friend love, a super intense special friendship, undoubtedly what Legolas felt for Gimli. And this could be shared between anyone regardless of their gender, but then there was also the word for sexual desire, yerme. Alors, voilà, là c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est qu'en fait Tolkien a pensé dans le Silmarillion à cette possibilité, ou en tout cas dans son Legendarium, ce qu'on appelle le Legendarium plus large, à l'affection qu'il peut y avoir entre deux personnes du même sexe. Et elle dit ouais, en fait, c'est pas, c'est no homo. Excusez-moi, 2 petites secondes, mon coloc qui est en galère. Moi aussi. Oh, il est trop mignon. Voilà, ça c'est notre merme, Miroslav et moi. Donc, c'est très très drôle cette intervention de mon coloc avec qui j'ai une très sympathique bromance qui intervient pile à ce moment où Tolkien avait pensé à cette éventualité, donc il avait fait... Non, c'est melme. Il avait pensé à cette éventualité et avait donc créé le terme de melme pour décrire cette relation forte et platonique entre deux personnes de même sexe. Voilà, et que donc du coup, c'est comme ça qu'il verrait notamment la romance entre Legolas et Gimli, alors que Yerme, c'est vraiment le désir sexuel. But sexual desire, Tolkien said, could only be experienced between a man and a woman. This was only in notes published like half a century after his death. Donc voilà, c'est ce qu'elle dit là, c'est que en fait tout ça, c'est des choses qui ont été publiées à titre posthume. Et donc toute cette réflexion que pouvait avoir Tolkien sur la sexualité, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il les a eues, mais on peut se dire que c'est un peu tardif en fait. C'est peut-être arrivé de manière un peu tardive dans sa vie, dans son œuvre. Et donc du coup, c'est pour ça que en fait, c'est des impensés et donc des choses qui ne sont pas dans le Seigneur des Anneaux, et qui fait qu'on a autant de place pour ça. C'est qu'il ne met pas ces précautions-là à distinguer différents types d'affection, différents types d'amour dans le Seigneur des Anneaux. Il le met beaucoup plus dans le Silmarillion, un peu a posteriori. Et donc, cette différence entre Melme et Yalme, c'est un peu son no homo. Mais bon, disons que le mal est déjà fait. But Le mal. it is a fact that Tolkien decided that the elves were all straight, or at least they were homophobes. Their culture believed that there was no such thing as gay sexual desire. So, despite what early critics thought, sex very much exists in Middle-earth. It's just that there's a time and a place for sexuality, whether that be the innocent holy banging between man and wife or the evil lust of the devil. Idealized Catholic heterosexuality may be the standard sexuality in Middle-earth, including the long hard banging, of course, but as Morgoth's lust for Luthien proves, sexuality does exist outside of straight marriage, but you may have to go to Morgoth's fortress to see it. Sexuality exists outside of heterosexual marriage, but only in places such as the lands of evil. Donc là, ce qu'elle dit qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde la façon dont Tolkien parle explicitement de sexualité, en fait, il se trouve que pour Tolkien, il n'y a que la sexualité hétérosexuelle qui existe. Et qu'en fait, ce qu'on qualifierait d'homosexualité, on va plutôt le retrouver chez les méchants. Je sais plus si elle en parle. Encore une fois, je connais la vidéo, j'ai déjà vu plusieurs fois, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle les méchants Disney. Si vous ne le savez pas, c'est un peu étonnant, mais il se trouve que dans les films classiques Disney, les méchants sont ce qu'on appelle queer-coded, c'est-à-dire qu'ils ont des attributs qui sont un peu ceux de la queerness, d'identité queer. Et en fait, on a longtemps pensé que c'était involontaire, mais en fait pas tant que ça, parce qu'il se trouve qu'il y a des animateurs, des animatrices, des personnes qui travaillaient sur ces films qui ont volontairement mis des traits queer dans ces personnages, mais ils l'ont fait chez les méchants, parce que c'est les méchants qui peuvent être queer, quoi. Et donc, en fait, quand c'était fait de manière vraiment consciente, je pense que les studios, en tout cas à l'époque, voyaient ça comme un truc très... assez bien, on va
diaboliser les identités déviantes entre guillemets, mais il se trouve que si vous faites partie de la communauté queer, vous savez que ces méchants queer-coded sont des icônes en fait, que on est tous en train de dire non mais Jafar, Frollo, Scar, quelle diva. Oui d'accord, c'est des autoritaires, c'est des fascistes de première, mais oh, quelle diva, Ursula, oh, Queen en fait, maléfique. Maléfique, juste, c'est mon transition goal. Hein. Voilà, et en fait, voilà, je pense que si cette vision de la sexualité par Tolkien était peut-être un peu plus connue, mais comme elle l'a dit, ça a été publié qu'après sa mort, longtemps après sa mort, donc voilà, on n'est pas du tout dedans. Mais si cette vision de la sexualité dans son univers était peut-être plus connue, peut-être qu'il y aurait eu aussi ce truc de retournement de stigmate. Où des gens se seraient dit ah ouais comme Morgoth et Sauron qui sous la douche. Bref. Could homosexuality exist in Middle-earth? Clearly not with the elves, seemingly not in the Shire, that's a very heterosexual place. But perhaps in Mordor, where the shadows lie? Where Frodo and Sam are isolated, far away from the formality of their society, where the boundaries of class and friendship seem to be dismantled. Perhaps there the boundaries of Catholic heterosexuality can be dismantled too. When they return to the conventional straight Catholic-esque Shire and Sam is now obliged to marry and have kids, Frodo leaves Middle-earth, but suggests that Sam will join him someday, and the appendices prove that he does. Their reunion happens off-screen, so to speak, after Rosie has passed away, and the two men are hidden from view once again, beyond the boundaries of polite Shire society. Ça, c'est une take assez intéressante qu'elle a, où elle dit qu'en fait, pour faire la traduction vite fait, que l'homosexualité n'a pas sa place dans le monde des elfes, ça n'a pas sa place dans la comté qui est un monde très hétéronormé, mais que peut-être que dans les ombres du Mordor et off-screen, voilà. Et moi, j'ai une vision très bisexuelle de la fin du Seigneur des Anneaux, pour prêcher un peu pour ma paroisse, dans le sens où, où à la fin des livres, en tout cas, Sam se marie avec Rosie, mais ils viennent habiter avec Frodo à cul-de-sac. Et donc, ils ont cette espèce de fonctionnement un peu en ménage à trois. They were roommates, littéralement. Hein. Frodon et Sam sont littéralement colocs. C'est très facile d'avoir une lecture un peu bi-polyamoureuse de ce truc-là avec notre prisme. Évidemment que, comme on le dit depuis le début, c'est pas du tout la vision de Tolkien, mais on peut vraiment avoir cette vision-là, si on décide de l'analyser comme ça. Et après, donc, vous le savez, Frodo part vers les terres immortelles. Sam rentre chez lui, il va vivre sa petite vie de famille, et il va vivre très vieux, puisqu'il a été porteur de l'anneau, que donc sa vie est allongée. Et en fait, quand Rosie va mourir, Sam va lui aussi, puisqu'il a été porteur de l'anneau, partir vers les terres immortelles, où il va retrouver Frodo. Et ça, c'est dit dans les appendices. Donc ils ont quand même littéralement fini leur vie ensemble. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que hors du cadre de la comté, ça laisse, c'est la take de la vidéo, hors du cadre de la comté, il y a une place pour, dans les ombres, dans les recoins, pour que des romances non hétérosexuelles puissent advenir. Moi, j'ajouterais quand même que, je ne sais plus si elle en parle, que quand même le ménage à trois avec Frodo, Rosie et... Enfin, Frodo, Sam et Rosie, plus exactement, parce que c'est pas un triangle, là, c'est plutôt Bon, on a Sam là, Frodo, Rosie, quoi. Il n'y a pas de relation entre Rosie et Frodo, à ce qu'on sache. Frodo est plutôt gay, full gay, il a aucune romance avec aucune femme. Sam est une icône bisexuelle. Donc voilà, Frodo et Sam quand même bisexuels polyamoureux. Hein. I'm not saying Tolkien intended for that interpretation, but it makes sense. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début. C'est pas intentionnel, mais ça fait sens. Quand on le lit, c'est cohérent. Ça donne une interprétation cohérente. Vous avez vu, c'est pas très difficile de voir la situation de Frodo et Sam comme un truc un peu bisexuel, quoi. For any audience who understands the rules of the real world, the rules of Catholic society even, seeing them reflected in Middle-earth
to then imagine that alternative sexualities would be shunned in polite society, but could come to the surface under the right circumstances, in the right environment, perhaps privately, far away from home even. So in the end, despite Tolkien's best efforts, the heterosexism and conservatism of The Lord of the Rings actually kind of makes it gayer. And homophobic fans who try to uphold the Catholic values of Tolkien and hobbits and elves aren't going to be able to convince anyone that far away from home and all alone, Frodo and Sam weren't able to share something special beyond those values. 21st century queer people aren't the audience The Lord of the Rings was written for, nor was it written for 21st century women who want to see Sean Astin and Elijah Wood make out. So we're going to have new, different readings than those Tolkien anticipated, new interpretations, new adaptations. Love between men reads differently to us than it would have to an old Catholic World War I soldier. And while straight men certainly should be allowed to more openly express affection for each other, you're not being oppressed just because some queer people like to think of Frodo and Sam having a little cuddle. Straight boys, this is really a problem you need to sort out for yourselves. Oui, pour les gens qui montent sur leurs grands chevaux parce que oh là là, vous pouvez pas voir les trucs comme queer et tout. C'est pas grave, si vous voulez pas le voir comme ça, personne vous oblige. Mais juste, oui, effectivement, nous, personnes queer, cette relation entre Sam et Frodo, nous fait des choses, ça résonne. Moi, voir vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce qu'il me semble vraiment pas qu'elle en parle. Mais moi, c'est un peu mon angle de lecture parce que je suis bi et que j'ai déjà été et que je suis actuellement dans une situation qui a un côté un peu polia, quoi. Mais la situation de Frodo, Sam et Rosie à la fin du Seigneur des Anneaux, moi, ça résonne. Ça résonne avec ce que je vis, le côté « Ah, mais j'ai du mal à choisir et tout. » Ah, mais non, mais t'as pas à choisir, en fait, on peut tous s'entendre très bien et faire un joli petit foyer ensemble. Bien évidemment que Tolkien, il n'avait pas ça en tête quand il l'a écrit. Mais nous, ça résonne. Et en fait, quand on déroule le fil, c'est cohérent. C'est l'interprétativité du lectorat, qui est une interprétativité, il me semble, tout à fait légitime. Et d'ailleurs, ça tombe bien, je pense qu'elle va en parler aussi. Tolkien lui-même trouvait cette interprétativité tout à fait légitime. Tolkien lui-même considérait que se projeter dans ce qu'on lisait et en tirer des choses qui n'étaient pas volontaires de la part de l'auteur mais qui résonnaient en nous, bah ça faisait sens. Donc voilà, on a le droit de faire ça. But at the end of the day, God, it's a bummer that there's homophobic lore in Middle-earth. It's a bummer that Tolkien probably wouldn't approve of a gay reading. It sucks to think queerness is meant to be excluded from that world. Ouais, moi aussi ça m'attriste un petit peu le fait que il est fait du no-homo dans le lore en mode non mais en vrai l'homosexualité ça n'existe pas. Écoutez, que voulez-vous? Yet while Frodo and Sam were certainly not inspired by anything necessarily queer, is it possible that some other aspects of The Lord of the Rings may have been?